Bonjour à tous, vous écoutez le podcast De la Terre à l'espace, itinéraire d'une passion humaine. Ce podcast vous est présenté par 4 étudiants en 3e année de licence d'histoire à l'Université de Tours, Anicia Boutier, Charles Dubois, Clément Leroy et Gwen Rodriguez. Dans le cadre de notre projet tutoré, nous vous proposons un podcast qui parle d'histoire de l'astronomie. Nous remercions Pascal Briouat, professeur d'histoire moderne à l'Université de Tours et chercheur au Centre d'études supérieures de la Renaissance, spécialiste en histoire des sciences, qui intervient aujourd'hui, et Christophe Hugonneau, maître de conférence en histoire romaine à l'Université de Tours, qui dirige ce projet. Épisode 3, l'astronomie à l'époque moderne, le temps d'une révolution. J'ai vu des étoiles. Alors comme moi, mon rêve, c'est de voyager dans l'espace. Ah bon? Ouais. Vous savez qu'en fait, la Terre, elle est ronde? Et que si quelqu'un pouvait voyager à la vitesse de la lumière, dans le sens inverse de sa rotation, il pourrait remonter le temps. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons entrer dans une période clé de l'histoire de l'astronomie, l'époque moderne. Copernic, Kepler, Galilée, Newton, autant de noms qui semblent être des jalons majeurs dans notre histoire, dont nous allons tenter d'expliquer les travaux, les innovations et peut-être les inventions. Le philosophe des sciences Alexandre Koyré voyait dans l'époque moderne une révolution et un changement de paradigme amenant à une nouvelle conception du monde. L'opposition radicale entre l'ancienne et la nouvelle conception du monde a longtemps fait date et marque toujours les esprits. Dans l'imaginaire commun, avec l'histoire de l'astronomie, les scientifiques et inventeurs se succèdent, faisant chaque fois table rase des conceptions passées, comme si elles n'avaient jamais existé. Pourtant, comme le démontre l'historiographie récente, le vocabulaire de révolution scientifique est de plus en plus remis en cause, et les historiens des sciences réfutent de plus en plus l'épistémologie d'Alexandre Koyré, fondée sur une doctrine internaliste. La question est alors de savoir si révolution astronomique il y a. Dans cet épisode, nous proposerons donc une brève présentation des différents travaux mis en place à l'époque moderne dans le champ de l'astronomie, pour ensuite discuter avec Pascal Briouat, historien des sciences, professeur d'histoire moderne à l'Université de Tours et chercheur au Centre d'études supérieures de la Renaissance, au sujet de cette supposée révolution et de sa véracité. Alexandre Koyré écrivait dans son ouvrage La Révolution astronomique, Copernic, Kepler, Borelli, paru aux éditions des Belles-Lettres en 2016. En fait, la révolution astronomique s'accomplit en 3 étapes, liées, chacune, à l'œuvre d'un homme. Avec Copernic, qui arrête le Soleil et lance la Terre dans les cieux, l'héliocentrisme se substitue au géocentrisme. Avec Kepler, la dynamique céleste, hélas aristotélicienne, remplace la cinématique des cercles et des sphères de Copernic et des anciens. De ce fait même, la hantise de la circularité se trouve partiellement. Dans un monde clos, elle ne peut l'être entièrement, surmontée, et l'astronomie elliptique fait son entrée triomphale dans le monde. Enfin, avec Borelli, dans un monde désormais ouvert et régi par la dynamique, s'achève l'unification de la physique céleste et de la physique terrestre qui se traduit par la déroute du cercle au profit de la droite infinie. Je vais brièvement maintenant vous présenter quelques théories de scientifiques, d'astronomes de l'époque moderne. Nous commencerons par Copernic, et pour parler d'héliocentrisme. En effet, Copernic est le premier ou presque à renverser la place de l'homme dans le cosmos pour faire du Soleil le centre du monde et non la Terre. Pour Koyré, il bouleverse le système du monde, mais pas la structure mathématique de la discipline astronomique. Kepler et ses 3 lois fondamentales, parues dans son Mysterium Cosmographicum en 1596 et dans son Astronomia Nova, explique que les objets célestes se déplacent autour du Soleil suivant des ellipses. La vitesse orbitale d'une planète est variable selon sa position par rapport au Soleil. La vitesse de déplacement est plus ou moins grande selon la distance de chaque planète par rapport au Soleil. Il s'agit d'une approche mathématique pour décrire l'astronomie s'opposant à la cosmologie antique. Galilée travaille sur les mécanismes de l'héliocentrisme et utilise une lunette. Dans l'Europe de Galilée, les savoirs et les objets scientifiques circulent de plus en plus. Le scientifique italien a ainsi la possibilité de construire des lunettes astronomiques utiles à l'observation des corps célestes. Avec ses observations et expériences, Galilée explique que la Terre se situe dans un système solaire et renouvelle le paradigme héliocentriste. Descartes et ses tourbillons. En astronomie, Descartes étudie notamment les mouvements des planètes. Selon lui, les corps célestes tiennent entre eux. Ils ont leur mouvement et sont pris dans des engrenages de mouvement, des tourbillons d'éther leur permettant de rester sur leur trajectoire. Enfin, Newton et la gravitation. Newton, par sa théorie de la gravitation universelle, induit que les planètes gravitent autour du Soleil. Parce que les corps célestes ont une masse, ils répondent à cette théorie de la gravitation universelle.
Ils sont soumis à l'attraction du Soleil et alors se déplacent. Est-ce que on peut parler d'une révolution astronomique à l'époque moderne? Y a-t-il une révolution astronomique? On a souvent dans l'imaginaire, on va dire, collectif commun, cette idée de révolution astronomique. On parle de révolution copernicienne, en tout cas, ça c'est un classique. Et si on suit l'historien des sciences Alexandre Koyré, la Renaissance serait le moment où l'on passe d'un monde clos à un univers infini. Donc voilà déjà deux éléments. D'une part, le Copernic, avec Copernic, on change de référent puisque le système devient, au lieu d'être géocentrique, devient héliocentrique, c'est-à-dire que le Soleil est au centre plutôt que la Terre au centre. Donc déjà, première révolution. Et la deuxième révolution, l'idée que les astres sont très lointains, y compris d'ailleurs les comètes. Donc voilà les deux éléments d'une révolution qui change la perception de l'univers pour tous les individus un petit peu cultivés. Vous savez, il y a cette phrase de Shakespeare qui dit Horatio, il y a plus de choses dans l'univers que tu ne peux en imaginer. Si on estime cette révolution, c'est donc Copernic qui marque ce changement de paradigme par l'héliocentrisme. C'est ça. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une révolution, ce qui ne veut pas dire que Copernic ne s'ancre pas dans des travaux de ses prédécesseurs. Il y a effectivement des prédécesseurs qui font que Copernic se pose les bonnes questions, mais c'est vraiment Copernic qui a cette idée absolument incroyable de dire pour que l'on puisse calculer les équinoxes dignement, pour que l'on puisse décrire le mouvement des étoiles, il faut que ce mouvement soit circulaire, soit un mouvement qui mette le Soleil au centre et non plus la Terre au centre. La question, il y a une question subsidiaire à tout cela, c'est est-ce que les gens ont lu Copernic? Un professeur d'Harvard, Owen Gingerich, a écrit un ouvrage tout à fait passionnant, le livre que personne n'avait lu à propos de Copernic, parce que voilà ce qu'on disait, disant personne n'aurait lu le livre où Copernic a sa théorie. En réalité, Gingerich a fait une étude systématique de toutes les copies qui ont survécu, la description des orbes célestes faite par Copernic, et ils se sont rendus compte que, contrairement à ce qu'on pensait, il y a pas mal de gens qui ont lu Copernic et même qui l'ont annoté. Donc, il y a eu une réception. Alors évidemment, cette réception est très différente dans les pays catholiques et dans les pays protestants. Dans les pays catholiques, c'était difficile parce que bon, on allait contre l'Église et Galilée a été condamné pour avoir des idées coperniciennes et on était pourtant bien après Copernic. Hein. Copernic, c'est les années 1520-1530 et Galilée, c'est les années 1610. Hein. Donc on est vraiment longtemps après. Même longtemps après, c'était toujours inacceptable dans les pays catholiques. Ce qui n'était pas le cas dans certains pays protestants, notamment l'Angleterre, où les idées coperniciennes sont très vite accueillies par les savants. Ce que vous dites là, ça me permet de poser une autre question. C'est ces inventions, ces innovations, notamment celle de Copernic. Est-ce qu'il y a un contexte du coup social, politique, économique qui permet ces innovations? On voit la différence entre la réception dans les pays protestants, dans les pays catholiques. Donc, on pourrait dire qu'il y a un contexte politico-religieux qui permet l'émergence de ces théories qui n'auraient pas pu peut-être dans des époques antérieures se développer à cause de ça? En fait, le contexte religieux, c'est que les idées de Copernic ne peuvent pas se développer dans la chrétienté catholique. Et elles sont censurées, hein, tout bonnement. Lui-même ne les publie pas de son vivant. En Angleterre, où des individus qu'il a
on s'intéresse beaucoup à la navigation, par exemple, comme Robert Ricord ou John Dee, gens qui sont conseillers même des compagnies de navigation, ont besoin d'une réflexion précise sur l'astronomie pour s'orienter, par exemple, faire le point en mer, pour mesurer la hauteur des étoiles et puis avoir une représentation logique de où sont les étoiles à quel moment dans l'année. Ça se passe plutôt facilement dans les pays protestants. Dans les pays catholiques, il y a une énorme résistance aux idées nouvelles. Ça me fait penser votre réflexion sur la navigation et sur les instruments de mesure et de navigation en mer. On voit que les idées, ça vient pas forcément des scientifiques et que ça répond à des besoins de personnes qui ne sont pas forcément des astronomes, des mathématiciens. Est-ce qu'il y a un rapport entre des individus qu'on qualifierait donc de non scientifiques, peut-être, même si la notion de scientifique est peut-être un peu anachronique, mais est-ce qu'il y a un lien donc entre cette société non scientifique et ces scientifiques dans l'élaboration de ces nouveaux savoirs astronomiques? En fait, il y a deux éléments contextuels. D'une part, la nécessité de calculer des calendriers où on a la date de Pâques qui tombe juste. Donc, ça suppose de calculer les équinoxes. Et pour calculer les équinoxes, il faut vraiment savoir comment la Terre tourne autour du Soleil, si ce n'est l'inverse. Et bon, là, premier besoin, un besoin de calendrier. Et le deuxième besoin, c'est la navigation, effectivement, parce que on se sert d'instruments pour mesurer la hauteur du Soleil, pour mesurer la hauteur des étoiles. Et tout ça pour calculer les latitudes, les longitudes. On aura beaucoup de mal avant le XVIIIe siècle, donc ça n'a pas vraiment d'incidence. Mais il est certain que c'est pas complètement un hasard que ceux qui diffusent Copernic en Angleterre sont aussi proches des compagnies maritimes, aussi des marins, et les marins font des calculs astronomiques, les marins naviguent aux étoiles, on le sait bien. Et donc, vous avez parlé de lunettes, d'instruments. Si les astronomes, disons, se servent de ces instruments pour observer et faire des calculs, on retient ces scientifiques, ces astronomes comme des théoriciens, des découvreurs, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même rappeler que, par exemple, si on prend Galilée, il y a tout un circuit d'artisans, de personnes qui travaillent de leurs mains pour construire ces instruments et ces lunettes, et que l'histoire des sciences et l'histoire de l'astronomie ici n'est pas simplement une suite de personnages, d'idées qui émergent et qui ont besoin justement de peut-être de ces personnes qui construisent des objets et des instruments. Vous avez tout à fait raison. Il faut quand même distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'instruments. Avant Galilée, les instruments servent à mesurer la hauteur des étoiles. Donc, ce sont des astrolabes, des quadrants, des nocturlabes, voilà, enfin, toute une série de petits instruments pour lesquels il faut effectivement des mécaniciens extrêmement précis. Et ce qui se joue là, c'est la conquête de la précision. Et puis, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, il y a un instrument nouveau qui permet justement de passer de l'univers clos à un univers infini, c'est la lunette astronomique. Alors, la lunette astronomique, pour qu'elle naisse, il y a... alors, ça n'est pas Galilée qui l'a inventée. Les premières lunettes, qui utilisent donc deux lentilles pour grossir les objets lointains, les premières lunettes, leur fabrication, elle date de la période qui précède Galilée, et c'est plutôt les Hollandais qui fabriquent ces lentilles. Et ça, c'est une découverte tout à fait moderne qui m'a été rapportée lors des dernières semaines. On a démonté au musée Galileo de Florence, on a démonté la lunette de Galilée,
Et on s'est aperçu de quelque chose d'incroyable, c'est que le tube lui-même, qui est un tube en carton, hein, dans lequel on assemble les deux lentilles, avait été fabriqué à Paris. Et ça, personne ne le savait jusque-là. Alors, on le sait parce qu'on a mis des fibres optiques à l'intérieur du tube et puis on a découvert des marques d'art. Et puis, à peu près à la même époque où Galilée développe sa lunette astronomique, donc observe les satellites de Jupiter, observe les taches solaires, observe les cratères de la Lune et leur donne, parce qu'il est taquin, des noms de jésuites. Et les Anglais développent aussi ce qu'ils appellent un optical trunk, un tronc optique. Et c'est Thomas Harriot, un savant au service d'un chevalier de la reine d'Angleterre qui s'appelait Sir Walter Raleigh. C'est donc Thomas Harriot qui fabrique lui aussi de son côté sa lunette astronomique et observe exactement les mêmes choses que Galilée et compare ses trouvailles avec celles de Galilée. Parce que le livre de Galilée, le Sidereus Nuncius, le messager des étoiles, circule déjà dans toute l'Europe. Donc on a vraiment une Europe qui est connectée entre ces différents scientifiques et ces différents artisans qui construisent ces lunettes, qui communiquent, qui échangent, qui commercent. C'est un monde qui est connecté. Qui est connecté avec, par exemple, des lettres bien connues de Thomas Harriot à Kepler, qui est un autre astronome qui a plutôt l'idée que les orbes des planètes sont moins des orbes que des ellipses. Et Kepler et Harriot s'écrivent régulièrement. Et Harriot dit à Kepler qu'il sait des choses, mais qu'il ne peut pas les publier parce que ce serait dangereux. Donc, il y a une et puis il y a aussi l'urgent besoin de se taire face à une Europe qui n'est pas toujours prête à accepter les idées nouvelles. Donc ça, on serait sur, disons, la première partie de l'époque moderne, sur ce qu'on peut appeler la première modernité. Si on avance un petit peu dans la deuxième moitié du XVIIe peut-être et au XVIIIe, est-ce qu'il y a des évolutions dans la façon de faire de l'astronomie ou est-ce qu'il y a des changements de paradigme, est-ce qu'il y a des nouvelles choses au fur et à mesure que le temps passe? Il n'y a pas de changement de paradigme à proprement parler, c'est-à-dire que on reste dans le paradigme copernicien. Alors petit à petit, les idées de Copernic sont acceptées dans le courant du XVIIe siècle. On fabrique aussi de nouveaux instruments, des lentilles par exemple qui corrigent les aberrations optiques. Ça, c'est plutôt au XVIIIe siècle et c'est plutôt des opticiens qui font ça à Londres. La grosse nouveauté, c'est les mathématiques, évidemment, c'est tous les calculs mathématiques autour de ces fameuses ellipses que Kepler proposait comme élément mathématique propre à définir la circulation des planètes dans le ciel. Mais on calcule d'autres choses. Par exemple, on a au milieu du XVIIIe siècle des campagnes transeuropéennes pour mesurer partout dans le monde une éclipse de Vénus passant devant le Soleil. Enfin, une éclipse du Soleil par Vénus, c'est-à-dire que Vénus, évidemment, ne cache pas le Soleil, mais il y a un point noir qui passe devant le Soleil. Et cela permet de calculer la taille du système solaire, ce qui n'est quand même pas rien. Et pour faire cela, il y a des expéditions lancées un petit peu partout dans le monde, en Amérique du Sud, en Russie, en Inde, au Mascareigne. Et ça, c'est assez fabuleux parce que, en fait, il y a des laboratoires embarqués sur des navires qui vont dans des villes, qui font des observations, et le tout est rapporté dans ces centres de calcul que sont la Royal Society, l'Académie des sciences, etc. Et là, on arrive à mesurer la distance du Soleil et puis la taille du système solaire, la distance de Vénus au Soleil et à la Terre. Donc ça, c'est énorme. Et l'autre nouveauté également, et ça se passe grâce à un nouvel instrument qui est le télescope. Alors le télescope ne doit pas être confondu avec la lunette astronomique. La lunette astronomique, ce sont deux lentilles. Le télescope, en revanche, c'est une lentille et surtout un énorme miroir, un miroir concave qui agrandit l'image reçue dans le tube. Et l'inventeur du principe du télescope, c'est Newton.
Dans le courant du XVIIIe siècle, les astronomes sont de plus en plus newtoniens, c'est-à-dire qu'ils se servent des lois de Newton sur la gravité pour décrire les phénomènes physiques dans le système solaire. Et vous avez un club à Bath, petite ville thermale d'Angleterre, où vont tous les nobles, où là, on commence à s'intéresser. Tout le monde fait de l'astronomie. Et un fabricant d'instruments de hautbois au départ, donc on est assez loin de l'astronomie, se met à la mode et fabrique lui-même ses instruments optiques, et notamment des télescopes newtoniens. Et ce personnage, qui est un Allemand, qui s'appelle Herschel, et sa sœur, qui est non moins importante dans l'histoire, vont découvrir des planètes qu'on ne connaissait pas jusque-là, et notamment la planète lointaine dont on pensait que c'était une étoile, qui est Uranus. Alors, Herschel trouve encore d'autres choses, c'est-à-dire que Newton avait eu l'idée de mesurer de quoi étaient faits les objets en regardant le spectre lumineux de ces objets. Donc, on invente au XVIIIe siècle des spectrographes, et Herschel, qui devient astronome royal, qui enseigne les mathématiques aux enfants de Georges III, Herschel commence à dire, mais en fait, les étoiles ont des couleurs différentes, des spectres différents, ce qui signifie que les étoiles peuvent être jeunes ou vieilles. Et donc, l'idée que l'on peut, à partir de l'observation du spectre des étoiles, aller plus loin dans la compréhension de l'univers, c'est quelque chose qui est fin du XVIIIe siècle. Très bien, je crois qu'on a eu un beau tableau de comment l'astronomie a évolué entre Copernic et Newton, disons. Je voulais finir peut-être par une question qui brosse l'ensemble de la période. Ce serait, est-ce qu'il y a à l'époque moderne une astronomie ou plusieurs astronomies? Alors, il y a globalement un paradigme qui est le paradigme copernicien, on l'a dit, mais il y a plusieurs astronomies dans la mesure où il y a une astronomie d'observation qui dépend donc d'instruments permettant de décrire la course des étoiles, voire la course des météores, c'est-à-dire de ces éléments que Aristote voyait dans le cube lunaire, mais qui en fait viennent d'au-delà de la Lune. Et puis une autre astronomie qui est l'astronomie théorique. Et l'astronomie théorique commence à faire d'énormes progrès à partir du moment où d'abord Newton décrit les lois fondamentales de l'univers, notamment la loi de la gravité, et où les mathématiciens donnent les moyens de calculer les dérivés, de faire du calcul intégral, et donc des moyens mathématiques pour décrire les mouvements. Donc on a là effectivement deux types d'astronomie, une astronomie pratique, d'observation, et une astronomie théorique. Mais on a besoin des deux, évidemment. Et les deux fonctionnent en même temps. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour votre temps.